Bonjour et bienvenue au podcast Confession de Petit Chris. Aujourd'hui, comme invité, on reçoit Geneviève. Salut Geneviève. Allô Maggie, ça va? Ça va toi? Mais oui. Merci. Nous, on se connaît bien. Oui, on se connaît très bien. Depuis environ peut-être 3 ans, je dirais. Je crois que oui. Je crois que ça fait 3 ans au moins qu'on est dans EdGep. Les deux, Ouais. on a rentré dans EdGep en même temps, si je me C'est souviens vrai, bien. hein? Donc, Geneviève, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises où tu es aujourd'hui, c'est quoi tes projets, en gros. Dans le fond, je suis rendue une jeune femme très impliquée dans toutes les choses qui touchent. Puis aussi, je fais partie du comité EdGep, comme on se connaît. Je fais partie aussi du panel tapage que je m'implique beaucoup dessus. Il va y avoir un lancement très prochainement. Je m'implique vraiment à plusieurs projets qui me tiennent à cœur. Je suis retournée aux études. Je suis devenue une femme épanouie, pleine de rêves. Super. Puis, dans le fond, ça a commencé comment ton histoire avec la DPJ? Ça ressemblait à quoi dans ta famille, la dynamique qu'il y avait entre toi et tes parents? C'était pas tout beau, tout rose. C'était comme mes parents, ils ne s'aimaient pas la face. Ils me frappaient, mes parents. Ils étaient violents avec moi, puis je me suis fait abuser sexuellement par mon père. Et ma mère, elle protégeait, tout ça, puis disons que je leur parle plus, puis c'est à cause de ça que j'ai lâché contact avec eux. C'est pour ça que j'ai été placée avec la protection de la jeunesse. C'est de 10 à 18 ans, en fond, que j'ai été placée. J'ai fait plusieurs familles d'accueil. Puis pour vrai, mes parents, c'est comme, je voulais les voir. Je les ai revus à travers tout mon placement. Mais après la deuxième rencontre supervisée, j'avais pas envie de les voir. J'ai décidé de dire comme bye, comme je m'en vais, puis comme je veux pas les revoir. Est-ce qu'ils consommaient? Ma mère, oui, elle consommait de l'alcool, puis mon père aussi, puis mon père, il était schizophrène. OK. Puis ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il y a eu un signalement pour toi avec la DPJ? C'est parce que ma mère s'est séparée de mon père il y a une année. Puis, dans le fond, elle sortait avec mon beau-père. Puis, ma grand-mère était venue nous voir parce que j'ai un frère et une soeur. Puis, il y a moi, puis ma grand-mère, mais la mère à ma mère, dans le fond, est venue nous voir. Puis, on était enfermés dans la chambre. Tu sais, il y a une porte qui barre, mais pas comme du même côté, tu sais, de l'autre côté extérieur. Elle pouvait la barrer elle-même. Fait qu'elle nous laissait embarrer dans la chambre. Ma grand-mère a dit hey, ils sont où les enfants? Puis je veux les voir. La maman a dit ben, ils sont dans la chambre, ils sont embarrés dans la chambre. Ma grand-mère était comme ben voyons donc, tu ne peux pas faire ça à tes enfants. Puis là, ma grand-mère a dit débarre la porte parce que j'aimerais ça les voir. Je suis en ai deux. Elle rouvre la porte, ma mère, tout à la débarre. Tout. Puis là, ma grand-mère, elle a porté plainte à la protection de la jeunesse. Ça. OK. Fait que dans le fond, ça a commencé avec ta grand-mère qui a décidé de porter plainte. Puis ça a été quoi le premier milieu où tu as été accueillie? Une famille d'accueil spécifique avec mes grands-parents pendant 2 ans de temps, jusqu'à 12 ans dans le fond. Puis après que ma grand-mère a commencé à être comme ma mère, puis mon grand-père aussi. Puis j'ai appris que mon grand-père, c'était pas mon vrai grand-père. Puis en tout cas, il s'est passé plein d'autres trucs à travers tout ça. Puis là, j'ai été placée en famille d'accueil après. OK. Y avait-tu besoin d'aide, tes grands-parents, pour être capable de répondre à tes besoins? Oui, parce que pour vrai, ma grand-mère puis mon grand-père, il y avait besoin à un moment donné, dans le début, il y avait comme, je faisais la semaine au complet, du lundi au vendredi. Puis à un moment donné, la protection de la jeunesse, ils ont demandé est-ce que madame, vous aviez besoin d'un répit comme pour la fin de semaine? Ma grand-mère avait accepté. Comme la fin de semaine, le samedi, dimanche, je ne sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. C'est comme, je partais la fin de semaine, un répit. Le samedi, dimanche, je m'en allais dans une famille d'accueil. Puis la semaine, je recommençais avec mes grands-parents. Mais ça ne l'aidait pas vraiment parce que ma grand-mère, il n'y avait pas juste moi, mon frère, puis ma soeur. Il y avait mes 2 cousines aussi qui s'occupaient parce que ma tante était en prison. OK. OK.
Fait qu'elle avait beaucoup d'enfants à s'occuper, elle, là, pour une grand-maman. Oui, 5 petits-enfants à s'occuper. Fait que dans le fond, ta travailleuse sociale, probablement qu'avec la rencontre de tes grands-parents, ils ont décidé ensemble que c'était mieux que tu ailles dans un autre milieu. C'est ça? Oui, exactement, oui, que je sois placée dans. À un moment donné, ma grand-mère, elle a dérapé. Elle était plus capable, là, elle a sorti de ses gonds, puis tout ça, elle était comme. Elle me sacrait dessus, puis elle m'a vraiment traité. Elle me frappait, puis là, à un moment donné, elle est sortie en bas dans le sol parce que ma chambre était en bas, j'avais ma chambre à moi toute seule. Elle est arrivée avec un couteau, puis elle a dit oh, tu es ma tabarnak. Fait que j'ai eu peur en maudit, puis je suis sortie en courant par ma fenêtre de chambre. Puis je me rappelle, puis j'étais en bas comme de la galerie parce que c'était dans une maison. Puis je suis sortie en bas de la galerie, je me suis poussée, j'ai été appelée dans un dépanneur, juste l'autre bord de la rue où que je restais. Puis je me rappelle comme c'était hier, c'est que je traversais, puis j'ai appelé comme la police. Puis là, la police m'a dit est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ça, je suis comme oui, il y a mes 2 cousines, puis il y a mon frère et ma soeur. Ils nous ont sortis immédiatement. OK. Puis là, tu as été transférée où? Dans une famille d'accueil encore à Repentigny. OK. C'était-tu la même famille d'accueil chez qui tu allais faire les répits la fin de semaine ou c'était complètement là, un autre milieu? C'était complètement une nouvelle famille, complètement, pour répondre à ta question. En fait, c'était complètement, pas comme la même famille comme famille d'accueil de répit, mais c'était comme une autre famille d'accueil, vraiment avec plusieurs enfants, puis avec plusieurs mondes. Puis la famille d'accueil était grande, là, puis c'était immense, là, la maison aussi. Là, je m'en rappelle comme c'était hier. Là, elle était belle, la maison. Là. Je l'aimais beaucoup, cette maison-là, qui avait une piscine, tout ça. Comment ça s'est passé avec les personnes de la famille d'accueil quand tu es arrivée? Ça s'est bien passé, mais sauf que je suis repartie parce qu'à cause qu'il fallait que je repasse à la cour parce que ma grand-mère avait perdu la garde. Fait qu'il fallait que je repasse à la cour. Puis là, la cour m'a déplacée de famille d'accueil. Fait que j'ai été obligée de changer de famille d'accueil. Là, je suis allée à Terrebonne, dans une autre famille d'accueil. J'ai fait des va-et-vient un peu partout, puis les familles d'accueil, mais je me suis fait abuser sexuellement dans une famille d'accueil. Puis c'est comme, je vais toujours m'en rappeler que pour vrai, c'est difficile d'en parler parce que j'ai tout le temps comme mon passé puis tout ça derrière moi. Mais je me dis que je suis faite forte puis je vais arriver à changer comment je pense ça? Pas comme faire un deuil de mon passé, mais d'apprendre à vivre avec. D'accepter ton passé. Oui, d'accepter que ça fait partie de ton bagage d'expérience. Puis, dans le fond, tu as fait combien de familles d'accueil en combien de temps dans cette période-là où tu as été barouettée à gauche, à droite? Je pourrais te dire 7 familles d'accueil. En combien d'années? Attends un peu. En 4 ans environ. 7 familles d'accueil en 4 ans, c'est énorme. C'est quasiment 2 familles d'accueil par année. Oui, exactement. Fait que dans le fond, tu restais à peu près 6 mois puis tu changeais de milieu. Exactement, puis il ne m'avertissait pas à mon transfert. Il ne te préparait pas non plus à... Il ne te faisait pas visiter la nouvelle place. Il t'annonçait ça. Comment ça se passait, tes transitions, tes transferts? Bien, en fait, c'est comme je vais vous expliquer comment c'est passé à ma première famille d'accueil, parce que ma grand-mère, je ne la calcule pas comme une famille d'accueil. Mais ils m'ont dit, ben, dans le fond, quand je suis passée à la cour, j'ai changé de famille d'accueil. Mais après ça, j'ai changé encore de famille d'accueil. Écoutez bien ça. Ils m'ont même pas averti. Ils m'ont dit, Geneviève, prépare-toi, on s'en va changer de famille d'accueil. Let's go. OK, mais mes choses sont même pas prêtes. Puis pourquoi vous ne m'aviez pas préparé? Mais tu es un problème, votant. Pour ça qu'on veut que tu partes. OK, mais pourquoi vous ne m'aviez pas averti à mon transfert? Puis tout ça parce que j'aurais aimé me préparer, parce que je m'avais attachée aux femmes là-bas, parce que je m'accordais super bien avec une fille de mon âge. Elle avait la même âge que moi. Puis je me rappelle, c'était vraiment une femme vraiment gentille, puis c'était le fun. Mais les explications qu'ils te donnaient pour ton changement de famille d'accueil, c'était que tu étais un problème? Exactement. Est-ce que c'est un problème? Tu comprends? Oui. Il me disait que j'étais un problème.
ça manque énormément de tact, de diplomatie à mes yeux, parce que Puis si même jamais mon c'est la frère, c'est personne le problème, c'est son comportement. ben, c'est exactement ça. Puis j'ai dit, c'est pas mon problème. Puis à un moment donné, à cause que j'ai dit à haute voix, c'est pas mon problème, c'est votre problème parce que vous m'avertissez pas. Puis il m'a regardé comme, ben voyons donc, Geneviève, t'as pas d'affaire à nous parler de même. Mais vous aviez pas d'affaire à me parler de même. Puis j'étais un petit risque quand j'étais jeune. Je pourrais te dire, là, je me laissais pas marcher ses pieds. Puis quand vous m'aviez connue, oui, j'étais une femme timide, puis tout ça. Mais quand vous aviez appris à me connaître, j'ai sorti je me suis sortie moi-même la vraie Geneviève de moi. Puis pour vrai, là, c'est à eux de m'avertir, c'est pas à moi de comme les réfléchir dans leur tête. Puis, tu sais, quelque part aussi, mais on peut clairement affirmer que tu as été élevé dans un environnement très, très, très menaçant, très hostile. Fait que c'est normal, en quelque part, que tu aies développé une manière de t'adapter à ce contexte-là qui était de peut-être plus t'affirmer, mais qui ne cadrait pas, qui ne fitait pas ailleurs nécessairement. C'est exactement ça. C'est comme, excuse-moi de te couper la parole, mais c'est comme, oui, j'étais une petite crise, mais j'ai développé ce caractère-là parce que j'ai gardé tellement de choses pour moi qu'à un moment donné, ça allait exploser ma colère. Parce que tu accumulais les choses qui étaient difficiles, puis tu n'avais peut-être pas d'exutoire d'endroits où t'exprimer ou des gens pour t'écouter, pour t'aider aussi à comprendre ce que tu vivais, tu sais, puis ça s'est développé en comportement dit problématique, j'imagine, de ce que je comprends. C'est exactement ça. Puis moi, pour rebondir, qu'est-ce que tu dis, Jess, dans le fond, en fait, moi, c'est comme, j'avais pas, il y a aucune, moi, je demandais d'avoir comme un suivi psychologique, puis que vraiment comme pour me confier, pour parler de ma rage que j'avais à l'intérieur, puis m'ouvrir. Mais il n'y avait pas d'espace pour me confier, puis c'est comme, j'avais pas de moyens pour m'exprimer, fait que je le sortais devant la colère, devant la famille d'accueil. À un moment donné, qu'il y en avait trop, là. Fait que j'explosais. Je me souviens, je pense, un des premiers comités qu'on s'est croisés, tu m'as mentionné avoir des problèmes de santé. C'était quoi exactement les problèmes que tu avais? En fait, je suis née avec une malformation cardiaque à la naissance. C'est une cardiomyopathie hypertrophique bilatérale sous-ventriculaire sous-aortique. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Dans le fond, c'est que le cœur est trop gros, il est plus gros que la normale. C'est une malformation. Dans le fond, mon cœur, il bat. C'est un souffle au cœur au final, mais mon cœur, il est plus gros. Fait qu'il peut élargir. Fait qu'il peut prendre plus d'espace. Fait que moi, j'avais comme des conditions médicales qu'il fallait que je sois vue par un cardiologue, qu'il fallait que je fasse des prises de sang à chaque 3 à 6 mois. Tout dépend comment que ça se passait, les échographies cardiaques. Si, exemple, l'échographie voyait, comme la cardiologue voyait qu'il y avait de quoi qui dans l'échographie cardiaque, mais elle me disait, OK, là, il faut que tu fasses des prises de sang, il faut que tu fasses d'autres tests, un tapis roulant d'effort. Ça, je vais m'en rappeler toute ma vie, comment que je t'ai soufflé quand je sors de là. J'en fais encore, puis je pourrais dire que c'est quelque chose pour vrai. Puis c'est comme ça, j'étais obligée de le faire. Un Holter aussi. Comme un Holter, c'est une machine pendant 24 heures que je garde sur moi, puis qui enregistre mes battements cardiaques. Puis c'est ça, puis je suis asthmatique aussi. J'ai un gros problème de santé. C'est ça. Fait que, tu sais, à la base, là, oui, il y avait des problèmes dans ta famille, cet environnement-là était hostile, mais en plus, tes conditions de santé étaient très stressantes. Fait que ils t'ont pas donné de l'aide pour être capable de t'adapter à tous ces changements-là. Non, aucun. Rien du tout. Puis au niveau Vas-y, Jess. Puis au niveau des suivis, est-ce que quand tu étais en famille d'accueil, est-ce qu'ils faisaient les suivis médicaux qui étaient nécessaires? Est-ce qu'il y avait des gens qui s'occupaient de faire ça avec toi? Non, j'y allais tout seul parce qu'à partir de 14 ans, j'avais le droit d'y aller seule.
Mais avant ça, il venait avec moi. À partir de 14 ans, à cause que j'étais rendue comme apte à y aller tout seul, mais je me déplaçais en autobus. J'allais tout seul à mes rendez-vous médicaux. Puis, à un moment donné, je me souviens, j'avais oublié de prendre mes médicaments un matin. Puis j'en prenais 6 médications pour mon cœur. Puis je les avais oubliés. Puis ma famille d'accueil, ils n'ont rien dit. Puis j'avais mal filé. Puis à un moment donné, j'ai appelé comme à la maison, à la famille d'accueil, dans le fond. J'ai dit, est-ce que j'ai pris mes médicaments parce que je me sens bizarre? Elle dit, oui, tu les as pris, il n'y a pas de problème. Mais moi, quand j'arrive de l'école, je m'en vais voir dans mon pilulier parce que je m'avais fait un pilulier de tous les médicaments dedans pour jamais oublier mes médicaments. Mais par contre, là, j'étais tellement stressée et anxieuse que je me suis dit, j'ai complètement oublié ça. Fait que là, je rentre de l'école, là, je vois matin. J'ai pris aucune médication. Puis moi, j'ai appelé à ma famille d'accueil, j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je les ai pris? Elle me dit oui. J'ai resté toute la journée à mal filer, puis sinon, j'aurais été les chercher. Je serais comme allée les prendre, je veux pas, parce que j'habitais à côté de l'école, puis que j'habitais pas loin. Fait que je pouvais le faire à pied sans problème. Mais je me rappelle de toute ma vie de ce moment-là. Puis, est-ce que tu sentais que ces familles d'accueil-là étaient compétentes pour gérer tout ça? Non. Pour être honnête, ils n'étaient pas compétentes. C'est que, par exemple, je revenais de mon rendez-vous médical, puis je leur disais, j'ai des prises de sang à passer, il faudrait que vous soyez là parce qu'à cause que j'ai besoin de vous, j'ai besoin d'une présence, j'ai peur des aiguilles. Ils m'ont dit, là, Geneviève, tu viens dessus, ben voyons donc, t'es rendu à 14 ans, t'as besoin de te faire tenir en main comme un petit bébé. Et je ne suis pas un bébé, c'est parce que j'aime pas les aiguilles, j'ai besoin d'une présence. Puis, non, il n'était pas comme adapté. Il avait de la misère à s'adapter avec beaucoup les problèmes de santé, avec mes problèmes de santé. Moi, je vais te dire une affaire, là. J'ai eu longtemps peur des piqûres, puis c'était pas le fun à dealer, là, parce que je me souviens, là, quand j'étais petite, là, être contentionnée sur une civière, t'es attaché tout bas, tout côté, t'as des infirmiers qui te tiennent. Puis là, j'avais pas de veine. Fait qu'ils me fouillaient partout. Parce que là, quand tu es enfant puis tu te fais piquer, ton corps il développe des mécanismes d'adaptation, puis tes veines deviennent petites et fuyantes. Fait que ça fait en sorte que tu te fais piquer ses pieds, tu te fais piquer sur le chest, tu te fais piquer dans le front. Fait que, tu sais, quand tu es enfant... Tu te fais piquer sa main aussi. Parce que moi aussi, je te comprends parce que je l'ai eu plus qu'une fois, moi aussi, parce que mes veines étaient fuyantes. Puis même encore aujourd'hui, ils sont fuyantes. Puis à un moment donné, quand je me suis fait opérer au cœur, en fait, à cause qu'ils n'étaient pas capables de me trouver aucune veine, ses bras ni sa main, mais ils ont été piqués sur mon dessus de pied. Puis ça, pour vrai, ça fait mal comme un chien, ça, faire piquer sur le pied. Puis, tu sais, quand on est enfant puis qu'on se fait piquer comme ça, un adulte qui se fait faire ça, il est capable de comprendre, il est capable de se ramener. Mais quand on est enfant puis qu'on vit ça, puis que nos parents nous voient souffrir, les parents ont de la misère à gérer ça. Moi, mes parents devenaient émotifs. Fait que ça l'empirait ce que je vivais. Fait que, tu sais, normalement, un parent, quand on vit des choses comme ça, il essaie de rester le plus neutre possible, puis c'est ça qui te ramène. Leur expression faciale, puis leur manière, leur attitude, c'est ça qui fait qu'un enfant peut se déposer. Mais quand tu n'as pas ça, puis que tu as des intervenants alentour de toi qui font juste te tenir, là, puis ils te disent ça achève, tiens-toi tranquille, ça achève. Les autres aussi, là, ils n'ont pas de fun à piquer. Là. Ça traumatise à vie des enfants. Un enfant n'a pas la conscience d'un adulte pour être capable d'absorber ce choc émotif-là. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, ce que tu me dis, ça vient me chercher. Ouais. Mais, fait que, tu sais, c'est là qu'on voit à quel point il y aurait besoin de former ces familles-là qui accueillent des enfants qui ont des problématiques médicales. Parce qu'on met beaucoup d'emphase sur, oui, l'abus, la violence, la négligence, mais il y a aussi un paquet de traumas qui viennent avec tout ce qui est médical. Fait que moi, en tout cas, quand j'entends ça, puis qu'il y a des familles d'accueil qui réagissent comme ça par rapport à ton problème de peur des aiguilles, là, ça me... Oh! Ça te met en rogne. C'était stressant parce que je me rappelle quand je me suis fait opérer au corps à 17 ans,
c'est comme la veille, je me rends là parce qu'il fallait qu'ils me préparent mon opération pour le lendemain. Il fallait que je sois là le 5 avril. Puis pour vrai, là, ils m'ont fait tellement plein de tests là, la veille. Là. C'était de même, là, ma chair, comme dans mon lit, là, j'étais en train de tomber des clous. Là. J'étais là à 6 heures le matin, j'étais obligée d'être là. Puis là, ma famille d'accueil est venue seulement me porter là, à l'hôpital Sainte-Justine. Je me rappelle, je me suis fait opérer à Sainte-Justine. Elle est venue me porter avec ma valise le 5 avril. Puis après, elle me laissait tout le temps seule pendant que je me suis fait opérer. Je ne me suis pas fait tenir la main avant de rentrer dans la salle d'opération, rien du tout. Comme me faire jouer dans les cheveux. Comme... Il manquait ça, puis ça vient me chercher pour vrai quand je vous en parle parce que j'aurais voulu que quelqu'un soit là pour me dire que ça va aller, que je vais sortir de là forte. Hey, je m'excuse les filles, pour vrai, là. C'est correct. Ben, il n'y avait pas d'infirmier, il n'y avait pas personne qui a vu qu'il y avait de la détresse chez toi et qui t'ont accompagné. Les infirmiers, les travailleurs sociaux, personne. Rien pantoute. Puis ma famille d'accueil, quand je suis sortie de l'hôpital, est venue me chercher, oui, mais ça y a pris 10 appels avant que je puisse sortir de l'hôpital. Puis de comme sortir dehors, puis juste comme m'en aller, puis de sortir. Mais ça, il y a vraiment un manque de sensibilité, autant par rapport aux travailleurs sociaux que par rapport aux familles d'accueil. On dirait que, parce que tu n'es pas la seule personne là, que j'ai connue qui est dans la DPJ, qui a des problèmes de santé particuliers, puis que vraiment, il y a eu l'histoire d'une fille là, qui est décédée dans une chambre de centre d'accueil parce que justement, elle avait des symptômes graves, puis elle appelait de l'aide, puis le personnel était comment elle attire l'attention, etc. Oui, c'était dans mon centre jeunesse, ça, à Lévis, je pense. Okay. Elle en est décédée aussi de ça, justement, parce qu'ils ne l'ont pas cru, puis ils l'ont pas... ils disaient qu'elle exagérait, puis tout. Mais tu sais, même dans la commission Laurent, tu sais, il y a le docteur Lambert, puis d'autres spécialistes aussi là, en médecine qui sont venus faire état des constats de la santé des jeunes qui sont placés, surtout dans les centres très jeunesse. Puis, tu sais, tout ce qui touche la santé physique, c'est généralement assez déficient, là. On parle juste d'aller voir pour nos yeux, d'aller chez le dentiste. C'est souvent des soins qui sont négligés, sinon c'est des soins qui sont offerts à l'interne, mais qui n'ont pas suffisamment de capacité pour traiter tout le monde non plus. Fait que c'est vraiment des enjeux qui sont importants puis qui ne sont pas assez documentés aussi hein, au niveau scientifique. Là, tous les impacts que ça peut avoir aussi. Je veux dire, d'avoir vécu des maltraitances puis des abus, il y a des impacts sur la santé. Ben oui, beaucoup. Je pense qu'il y a eu un rapport, là, justement, à la commission Laurent qui disait que les jeunes placés avaient une espérance de vie de 10 ans inférieure à la population générale aussi. Fait que, tu sais, c'est tous des enjeux qui sont préoccupants puis que la population devrait savoir. Connaître. Il faut investir dans les services. Il faut investir dans les services, dans la formation. Puis, dans le fond, fait que c'est ça, tu es resté jusqu'à quel âge en famille d'accueil? Jusqu'à l'âge de 18 ans. OK. Je pensais que tu avais fait centre jeunesse. Les centres jeunesse, j'ai fait les foyers de groupe aussi. J'en ai fait un foyer de groupe. OK. À Longueuil. À Longueuil, que j'ai fait le foyer de groupe. J'ai aimé plus mon expérience en foyer de groupe qu'en famille d'accueil. En foyer de groupe, ils sont vraiment centrés sur toi, comme ils sont là, puis ils sont comme plus sont plus ancrés dans ton vécu, puis ils sont là à ton écoute, ils prennent des rencontres individuelles avec toi quand tu en as besoin. Puis c'était ici à Longueuil, j'habite pas loin, puis je vais aller les revoir bientôt parce que j'ai eu un bon lien avec eux. Puis c'était un bon foyer de groupe, pour vrai. Puis après, j'ai fait une dernière famille d'accueil. J'ai été transférée comme de mon foyer de groupe à une dernière famille d'accueil. Puis là, la dernière famille d'accueil que j'ai faite, c'est eux qui m'ont mis à la porte à 18 ans. OK. Parce que c'est ça, j'ai l'impression aussi que les milieux, comme moi, j'avais été dans une ressource interne, mais j'ai l'impression que d'avoir des intervenants qui ont un background
académique dans le sujet de tout ce qui est trouble d'adaptation, psychoéducation, travail social, etc., j'ai l'impression que aussi de côtoyer comme plusieurs jeunes avec plusieurs problématiques, probablement que ça l'ouvre l'esprit un peu, ça l'ouvre les œillères au lieu de faire un modèle, une manière d'intervenir qui va fitter pour tout le monde, quand tu côtoies autant de jeunes, c'est là que tu te rends compte à quel point que les profils sont diversifiés puis à quel point il faut que tu t'adaptes à chaque jeune. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Il faut vraiment faut s'adapter. Dans le fond, qu'est-ce qui manque dans comme les gens qui travaillent avec la protection de la jeunesse? Il manque de formation. Comment aller vers l'intérêt de l'enfant pour d'en prendre en considération? Ben, de s'intéresser à ses forces, à ses intérêts, puis à ses désirs, ses rêves, qu'est-ce qu'il veut faire aussi, je pense. Oui, comme moi, que je voulais faire des rêves, puis d'accomplir des choses, mais ils ne m'ont pas écouté là-dessus, puis comme, ils me rabaissaient, puis ils me disaient « Ah, mais non, Geneviève, c'est trop penser loin. » C'est ça, parce que moi, j'ai un cours d'apprentissage à l'école, qui, pour vrai, c'est comme ils me rabaissaient parce que j'avais un trouble d'apprentissage. Ils me disaient « Oh non, tu n'y arriveras pas loin dans la vie, là, avec ça, là. Tu as trop un gros background, tu n'y arriveras pas. » Mais voyons, est-ce que vous saviez que je ne vais pas me rendre loin? Comment ça va, justement, à l'école? Comment que ça s'est passé pour toi, ton processus académique? Mais pour vrai, quand, exemple, je vais t'expliquer en gros comment que ça s'est passé, comment que ça s'est déroulé. En fait, à 18 ans, j'ai entamé la rue, en fait. 2 ans après, j'ai décidé d'aller finir mon secondaire et 5. Vraiment. Puis, j'ai réussi à le faire. Puis, je me suis fait confiance. J'ai fait, je vais aller le faire, mon secondaire 4 et 5. Puis, j'étais fière. Oui, j'avais un repas scolaire, mais sauf que j'ai enfin réussi mon objectif d'avoir mon secondaire 4 et 5. C'était-tu un TDA? Le problème d'apprentissage que tu avais, c'était quoi? Oui, j'avais un TDA, mais j'avais un H aussi parce que j'ai l'hyperactivité aussi. OK. Puis, y avait-tu d'autres difficultés qui ont été diagnostiquées pour toi? Exemple, des fois, on entend j'ai la dysphasie sévère. J'avais de la misère à comprendre des choses comme encore aujourd'hui, j'ai de la misère à comprendre, mais je commence à comprendre mieux les choses un peu plus complexes. Je commence à apprendre beaucoup de choses. Mais sauf que je ne suis pas gênée de dire que j'ai une dysphasie sévère, qui, pour vrai, je n'ai pas honte de tout ça. C'est quoi l'environnement ou les moyens qui t'ont le plus aidé pendant que tu étais à l'école? J'en vois même pas. Ah, ben moi, l'école ne m'aidait pas partout, mais moi, je m'aidais moi-même parce que j'aimais beaucoup l'école. J'adore les études. Puis je me suis focusée avec ce que je me disais dans ma tête comme hey, je vais réussir. Ils ne veulent pas m'encourager, mais moi, je m'encourageais moi-même. C'était ça mes moyens. Je m'encourageais moi-même. Puis qu'est-ce qui faisait à l'école aux adultes que ça fonctionnait? Qu'est-ce qui faisait là-bas que ça fonctionnait plus? Parce que j'étais stable. J'avais mon milieu de vie comme qui était stable. J'étais sortie de la rue. J'avais appris à grandir. Puis pris le temps de me sortir de la rue, de comme, tu sais, hey, j'ai mon appart. Hey, là, c'est le temps à un autre défi. Là. Let's go, prête. Fait que j'étais comme, OK, puis là, après, j'allais dormir chez nous, puis je vais aller étudier le lendemain. J'étais fière de moi parce que je savais que j'avais une place. Je pouvais manger. J'étais au chaud. J'étais pas jugée en tant que telle. Puis c'est comme, j'étais bien. Est-ce que tu as eu du soutien financier pour te soutenir dans ce projet d'études-là? Parce que c'est la formation générale aux adultes, donc tu es en appartement, fait que tu avais des dépenses à payer, j'imagine. As-tu eu de l'aide pour ça? Bien, j'étais sur l'aide financière des derniers recours, en fait. J'avais aussi, attends, comment ça s'appelle? Emploi Québec. Ils me payaient ma passe d'autobus. Ils m'aidaient beaucoup à chaque 2 semaines. Je recevais le montant de la passe d'autobus, puis je pouvais la payer. Puis je recevais un peu plus sur l'aide financière. Parce que je n'étais pas retournée travailler, mais ma première emploi que j'ai fait en 2019, quand, par exemple, j'ai fini mon secondaire 4 et 5, j'ai décidé d'aller sur le marché du travail.
Je suis allée au Petro-Canada, dans le fond, aller postuler parce que j'ai tout le temps rêvé de travailler dans une station d'essence. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi, mais j'adorais ça quand le monde me cartait. Puis j'étais comme, ça m'intéresse de carter le monde. Fait que dans le fond, t'es quelqu'un de curieuse en général, j'ai l'impression. C'est ça qui t'a beaucoup aidé. Oui, exactement. Ouais, je suis une personne très curieuse. Puis c'est là que j'ai connu mon copain que j'ai présentement dans ma vie, que c'est un caissier simplement à l'arrière du comptoir. Puis il était cute. Puis, il y avait de la chimie dans l'air. Oui, puis vraiment, j'avais chaud, là. Fait que tu l'as carté. Non, c'était ton collègue, t'as pas pu le carter. Non, c'est lui qui m'a carté avant. OK, je vais vous expliquer notre histoire un petit peu vite fait, OK? Je vais vous conter ça, OK? Vous allez rire. Première journée, je me rends au deck. Là, je vois un grand gars. Je suis comme, oh, wow, il est bien beau, lui. Oh, tabarnouche, OK. J'étais toute gênée, j'étais rouge. Là, je demande un 2-pack de McDo 20 king size. Il me dit, oui, mademoiselle, mais j'aurais besoin de pièce d'identité. OK, pas de problème, je vais te la sortir. Et je tremblais, je comme une feuille de papier. J'étais gênée. Je lui donne ma carte. Fait que là, je donne mon argent, tout. Là, ça reste de même. Puis, là, les autres jours, là, j'avais fini mon jour pareil. Je m'en vais m'en racheter. Je voulais le voir. Je savais qu'il travaillait à quelle heure. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais aller le voir. Fait que là, il me redemande ma pièce d'identité. Je suis comme, ben, Chris, tu me l'as demandé, là, il y a 2 jours. Tu ne te rappelles pas de ma face? Fait que là, il était comme, oh, ouais, mais là, il me redemande ma pièce d'identité. Là, je donne tout. 4 jours plus tard, je retourne au dépanneur. Il dit, hey, bonjour, Geneviève. Il avait regardé mon nom. J'étais comme, ben, bonjour, Félix. Je sais que tu t'appelles de même parce que j'ai regardé sur ton tag. J'ai dit, là, après, j'ai dit, je vais te prendre telle marque de cigarettes. Il dit, je sais. Puis là, il y avait toutes les cigarettes de placées en haut de part. Il a été les chercher, il a ouvert le panneau, puis il a tout tombé sur la tête parce qu'il était gêné, parce que je l'avais appelé par son prénom. Ça reste de même. Fait que là, on a développé une amitié en tout. Pendant 5 ans qu'on a vraiment appris à se connaître, vraiment en détail. Là, ça va faire 8 mois que j'étais avec lui en relation. Wow! C'est oui. Cool. Puis, je suis vraiment heureuse. Puis, dans le fond, on a passé un peu vite fait tantôt là-dessus, mais fait que là, tu as été dans un foyer de groupe, tu es retourné en famille d'accueil. Puis, comment ça s'est passé, ta transition à la vie adulte? Parce que là, tu disais que ta famille d'accueil, elle t'avait sacré dehors à 18 ans, fait qu'ils t'ont pas préparé de ce qu'on comprend. Là. Non, ils m'ont pas préparé du tout. En fait, à 18 ans, là, la journée pile de mes 18 ans, le 6 avril là, 2012, là, je vais m'en rappeler comme c'est toute ma vie. Là. Mes sacs de poubelle ils étaient prêts avec tout mon linge dedans. Là. Puis, ciao, bye, Geneviève, tu t'en vas dehors. J'avais aucun revenu, j'avais rien, pas encore. Je me ramassais dehors, dans la rue. J'étais devenue itinérante. À 18 ans. Ils ne m'avaient pas préparé, ils ne m'avaient pas donné comment faire un budget, ni signé un bail. Ils ne m'avaient pas montré à comment ouvrir un compte de banque. Je n'avais pas de compte de banque. Ta travailleuse sociale, elle n'a pas travaillé non plus par rapport à ta transition? Non, okay. Aucunement. Elle ne m'a pas montré comment, rien du tout, même pas. T'as-tu connu les auberges du cœur? J'en ai connu une en Rodune parce que j'étais à Joliette à un moment donné. Puis c'était la Chaudière, je pense, ou la Chaumière, si je me souviens bien. Puis j'avais appelé là, mais il n'y avait plus de place. Fait que je ne pouvais pas y aller, il n'y avait plus de place. Fait que... Puis là, après, elle m'a déjà appelé à la hutte à Terrebonne. Ça, je suis allée pendant 2 mois. J'ai été acceptée pendant 2 mois. Puis après, j'ai comme vraiment passé mon temps dans la rue en tant que telle. Puis comment tu as connu ça, les auberges du cœur? Tu sais, à un moment donné, il y avait de la publicité. Moi, c'est comme ça que je les ai connus. C'est en allant à l'épicerie, il y avait une levée de fonds, puis il y avait une pancarte des auberges du cœur. C'est comme ça que je les ai connus. Toi, comment tu les as connus? Bien, j'ai fait mes recherches sur Internet parce que je suis très civile avec Internet. Puis j'avais un cellulaire, ça. Puis, mais sauf que ma famille d'accueil me l'avait déconnecté de la ligne au complet. Je pouvais plus, mais je pouvais utiliser comme Internet dessus. Fait que je pouvais appeler avec une application,
ça, puis j'allais voir comme j'écrivais ressources d'hébergement, puis à un moment donné, j'ai appelé à des ressources, puis à un moment donné, j'ai tombé sur une ressource, la hutte. Ils m'ont dit, rentre pas à telle adresse. Mais je ne pouvais pas. C'était en autobus, puis avec tous mes sacs, comment tu fais que je me déplace? Il n'y avait pas personne pour m'aider. Je ne parlais plus à personne, moi, même pas mes parents, ni ma mère, ni mon père, ni ma soeur, ni mon frère. Je leur parlais plus du tout. Puis eux, ils n'étaient pas encore majeurs. Fait qu'ils ne pouvaient pas rien faire pour moi. Eux, ils étaient dans une autre famille d'accueil. Fait que c'est comme moi, je me suis ramassée à la. Fait que dans le fond, comment tu as fait pour emménager dans une auberge du cœur? Ben, j'ai appelé le CLSC. Le CLSC de mon quartier. J'ai appelé. J'ai dit, j'ai besoin de billets d'autobus. Elle dit, viens-t'en, on va te faire voir par une travailleuse sociale. Et c'était à côté. Fait que je me suis déplacée, mais pas avec tous mes sacs. Je me suis déplacée, puis elle m'a donné des billets, puis là, après, je suis partie. Fait que dans le fond, toi, tu n'avais pas de suivi au CLSC. Tu es arrivé là, pling-plang, puis tu as dit. Oui, sur 100 rendez-vous, oui, exactement. OK. J'ai fait. Elle a été compréhensive, tout ça. Elle a été à mon écoute, puis elle était super gentille. La travailleuse sociale était comme, mais si tu as besoin d'un autre rencontre, t'appelles-moi, elle m'avait donné sa carte d'affaires, ça, puis j'étais bien contente. Puis comment ça a été quand tu as été dans les auberges du cœur? Ça, j'ai aimé ça, mais j'ai pas trop aimé ça parce que c'était pas mon espace à moi. Puis j'étais triste parce que j'étais rendue là dans la vie, puis je m'entendais pas me rendre là dans une auberge du cœur non plus. À 18 ans, je pensais avoir comme une vie d'adulte comme correcte, d'être dans un appartement, mais je ne l'ai pas eu, ça, cette chance-là. OK, il n'y avait pas d'appartement supervisé à ton auberge du cœur. Non. Fait que c'était juste un communautaire. Oui, exactement. Okay. Dans le fond, j'avais une chambre avec eux. Comme dans la famille d'accueil, comme quand, exemple, on était 2 par chambre, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes, mais c'était une auberge du cœur mixte. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé quand tu as quitté l'auberge du cœur? Ben, en fait, j'ai appelé la hutte à Terrebonne. Puis là, la hutte de Terrebonne, pendant 2 mois, ils m'ont pris. Puis ben, ça, c'était vraiment mix encore. C'était commune encore. Mais que j'ai pu postuler comme en haut, dans le fond, parce qu'il est en haut complètement de la hutte, mais qui est encore fait partie de la hutte, ben, il y avait des appartements supervisés qui étaient libres. J'ai pu avoir accès à ça, mais il fallait que je reste 1 mois, pas plus, parce qu'il y avait d'autres mondes qui s'avaient comme mis sur liste d'attente, mais la personne était partie, puis elle s'avait remis sur liste d'attente. C'était vraiment compliqué là-bas. Fait que là, je suis restée 1 mois, mais je m'avais ramassé des sous et tout ça. En arrêt de tout ça, j'avais réussi à faire ma demande d'aide financière. J'avais vraiment réussi à ramasser de l'argent. Je suis partie à Montréal. J'ai fait preuve de beaucoup de débrouillardise aussi pour te retrouver dans tout ce réseau-là, puis d'avoir à faire aussi toutes les démarches. Là. Je veux dire, juste ceux qui n'en ont jamais fait, je vous mets au défi d'aller faire une demande d'aide sociale. C'est assez complexe à faire. C'est beaucoup de documents à fournir, puis c'est un formulaire qui est quand même assez complexe. Donc, en tout cas, je trouve que tu as fait preuve aussi de beaucoup de débrouillardise dans tout ça aussi, là. Mais il y avait une limite de temps sur les logements supervisés. Tu ne pouvais pas rester là genre 6 mois, 1 an? Non. Parce qu'il y avait déjà tout le monde, parce que moi, j'étais en urgence. Puis tout ça, mais il y avait déjà du monde qui avait déjà fait des demandes de liste d'attente pour rester plus longtemps. Mais moi, il fallait que je reste 1 mois, pas plus, parce qu'il y avait déjà du monde prioritaire avant moi. OK. Parce qu'il y a du monde de d'autres sources. Parce qu'il y avait d'autres mondes de d'autres ressources qui avaient le droit d'appeler pour se mettre sur liste d'attente pour des logements qui étaient là. OK. Puis de ce que je comprends aussi, les auberges du cœur, les fonctionnements, la manière de fonctionner diffère de place en place. Même si c'est des auberges du cœur, l'auberge du cœur à Terrebonne ne fonctionnera pas comme ça à la Joliette, puis ni comme ça à Montréal. Exactement, c'est tout différent. Comme exemple, je vais te donner un exemple encore avec le passage à Montréal. Okay? C'est un centre d'hébergement pour femmes et les trans aussi. C'est de 18 à 30 ans, je suis allée là.
au début, c'est 3 jours que tu as le droit de dormir là. Mais après, il t'évalue si tu as besoin d'une 4e journée. Si, exemple, tu es accepté pour ta 4e journée, là, tu as le droit de rester pendant un mois. Si, exemple, tu restes pendant un mois, mais tu as une date vraiment que tu partes. Exemple, moi, je partirais là maintenant, tu serais accepté maintenant aujourd'hui, j'aurais juste le 23 avril. Et à partir du 23 avril, j'ai le droit de faire une demande pour les logements comme dans les coins de comme Vio, P9, tout ça. Puis si, exemple, je suis pas acceptée, ben, il faut que je sorte immédiatement la journée que je suis pas acceptée. Il faut vraiment que je parte directement. Fait que c'est complexe vraiment. Comme, pour vrai, là, je suis retournée plus qu'une fois en passage, puis que comme pour dormir, comme juste mon 3 jours, puis après de repartir parce que c'était trop rempli. Puis il fallait que j'aille à une autre place. Il fallait que j'aille. J'étais allée au bunker aussi. J'ai fait plein de places. Mais à un moment donné, j'étais écœurée, j'étais épuisée. Là, de faire des va-et-vient, j'étais comme, OK, rendu là, je vais juste dormir dans la rue, puis je vais arrêter, là. Sérieux, là. Mais aussi, tu sais, c'est que dans ces ressources-là, tu as souvent justement le délai de 30 jours maximum pour rester. Puis après, il faut que tu sois comme un 30 jours sans utiliser les services avant de pouvoir aussi revenir. Fait que comme tu le dis, c'est que tu es obligé d'aller d'une ressource à l'autre puis de te promener beaucoup, puis ça emmène beaucoup d'instabilité. Puis ben c'est aussi épuisant, là, comme tu l'as dit, il faut que tu emmènes aussi tes sacs, tes bagages, toutes tes affaires. Et c'est vraiment pas quelque chose de reposant quand que tu as besoin justement de te reposer pour te remettre sur pied, pour mieux rebondir après. Tu sais, c'est pas. C'est exactement ça. Puis c'est comme, je vais vous envoyer une photo, là. J'ai retrouvé ça, c'est une fille que quand j'étais dans la rue avec elle. Elle a retrouvé une photo de moi quand j'étais dans la rue. J'étais tellement fatiguée sur les photos. Puis pour vrai, quand elle m'a montré ça, j'étais comme, aïe, j'ai donc bien changé, mais c'est un gros parcours que j'ai accompli, que j'ai grandi à travers ce parcours-là. Juste ça, c'est moi quand, exemple, j'étais dans la rue. Puis pour vrai, c'est une de mes amies qui s'est sortie de la rue, elle aussi, puis elle m'a renvoyé ça, puis elle a retrouvé ça comme hier, puis elle m'a envoyé ça. J'étais comme, my God, je ne m'en rappelais plus de cette photo-là, parce que mais maintenant, je regarde cette photo-là, là, je la vois, cette Geneviève-là, mais sauf que je vois la Geneviève qu'elle parle là, présentement, là, elle est fière de elle. Elle est fière d'être rendue qui est rendue maintenant. Il faut dire aussi que, comme tu nous le disais tout à l'heure, tu as vécu une opération au cœur à l'âge de 17 ans, après avoir aussi tout ton background qu'on a expliqué avant. Donc, 17 ans, une opération au cœur, puis moins d'1 an après, tu te ramasses comme ça à la rue. C'est pas évident, là, je veux dire. C'est pas évident, puis ce que je vais dire, ça va être peut-être cru, là, mais ça reflète une cruauté humaine incroyable. Quand on a des problèmes de santé, là, puis je l'ai vécu personnellement là, à multiples reprises, on est considéré comme un fardeau, autant par les professionnels que par les intervenants, que par la famille. Puis tu sais, moi je considère que, en tout cas, je ne sais pas quel type d'amour, mais je considère que j'ai eu de l'amour quand même de mes parents, même si c'est comme de l'amour bizarre et dysfonctionnel, là. Mais tu sais, comme ma voisine à côté de chez moi, elle aussi était dans la DPJ, puis elle aussi, elle avait des gros problèmes de santé, puis elle ne vivait pas avec sa famille biologique, là. Puis elle aussi, elle avait l'air de vivre des choses vraiment pas faciles. Puis c'est ça, j'ai l'impression que des fois, ce qu'on porte comme bagage de choses à gérer au quotidien, c'est tellement difficile pour les gens qui s'occupent de nous que on est tellement un fardeau que ils sont libérés, eux autres, là, quand la majorité, quand la date d'expiration du contrat arrive. Puis je trouve ça tellement... ça vient révéler quelque chose de très laid de beaucoup d'êtres humains. Parce que, tu sais, je veux dire, pour avoir un parcours comme ça... C'est horrible!
c'est ça. On ne peut pas être insensible à ça. Puis, en tout cas, regarde, ça fait partie de mes bobos de misanthropie qui refont surface avec ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça incroyable aussi à quel point que le fonctionnement des auberges du cœur est tellement différent de place en place. Moi, personnellement, j'ai fait l'auberge du cœur Argente, puis l'auberge du cœur L'Escalier. Puis c'était tellement plus stable là, comme milieu. Il y avait pas d'aide d'urgence, comme tu l'as mentionné, par contre, mais il y avait beaucoup d'appartements supervisés. Puis la liste d'attente n'était pas longue. Ben, dans mon temps, c'était au moins. Je parle de ça, j'avais début 20 ans, j'en ai 34 aujourd'hui. Ça fait un bon 14 ans. Mais maintenant, à la maison Tangente, maintenant, parce que moi, quand je vivais l'itinérance, j'avais appelé à la maison Tangente en parlant de ça, puis c'est rendu avec des services d'urgence, c'est rendu vraiment qu'est-ce que j'explique, puis pour vrai, c'est rendu vraiment, ça change, puis il faut que les organismes ils se parlent entre eux parce que il ne faut pas les déplacer partout non plus. Comme moi, j'ai fait du transfert, comme vous aussi, ou peu importe, mais il faudrait qu'ils arrêtent de transférer tout le monde. Ben oui, c'est comme ce qui se passe dans l'enfance. Ils sont en train de le reproduire à l'âge adulte. Puis à la transition à la vie adulte. C'est ça. On est super... je veux dire, ils peuvent nous échapper bien plus facilement quand on est enfant. Parce que la journée où on perd confiance, là, je m'excuse, là, mais il n'y a pas un juge qui va me dire de retourner à l'auberge du cœur. La journée où je décide que c'est fini, c'est fini. Puis on finit par se désaffilier socialement aussi. On veut plus rien faire, puis on se dit qu'on est une sous-classe, puis qu'on ne vaut pas la peine, puis tu sais, on se dit qu'on va se désaffilier, puis que la société ne nous mérite pas, ou l'inverse, tu sais. Fait que c'est vraiment comme compliqué aussi, là, toutes ces dynamiques-là. C'est pas sain, là. C'est malsain, moi, je trouve. Je me souviens, Geneviève, maintenant, on en a déjà parlé, je pense, il n'y a pas si longtemps que ça. Tu m'avais mentionné qu'à un moment donné, tu cherchais un appartement. Il y a vraiment eu quelqu'un qui a fait une différence. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. Aïe, ça me touche, ma vie, parce que en 2017, quand je me suis sortie de la rue, il y a un monsieur. Je m'excuse. 30 ans, c'est correct de vivre. C'est rare que je t'ai toi, même. C'est correct de vivre des émotions, tu sais, dans j'ai entendu son chat. On fait de la zoothérapie ici. Hein? Ça, c'est son chat noir qui a fait ce bruit-là. Oui. Les chats noirs, ils font tout le temps ces bruits-là. C'est les plus cute. Oui, c'est les plus colleux en plus. En fait, ce monsieur-là, qui parle encore en plus, en parlant de lui, cet homme-là, c'est comme, j'ai comme été visiter l'appartement comme ça, sans rien m'attendre au retour. Puis j'ai été honnête, j'ai dit, regarde, je reçois de l'aide financière de dernier recours. Il me dit, OK, c'est de l'aide sociale, OK. Il dit, donne-moi tes papiers. Puis je recevais quand même un papier montant à cause de mon problème de cœur. Puis là, je lui donne comme, tu sais, mon carnet de réclamation, tout ça avec le montant. Il dit, parfait. Il dit, est-ce qu'il t'intéresse, tout ça? Je suis comme, oui, il m'intéresse, il est beau, là. C'est ça. Fait que là, ça reste comme ça. Puis là, le propriétaire, il me dit, regarde, Geneviève, je vais te rappeler pour savoir si tu es taxé. J'ai dit, j'ai pas un beau crédit. J'ai rien du tout, là. J'ai rien pas tout. Il dit, il n'y a pas de problème, mais tu as une ligne active. Je suis comme, oui, j'ai une ligne active, tout ça. Sinon, je ne vous aurais pas texté ni appelé. Il dit, parfait. Il dit, je vous rappelle demain au plus tard. Je suis comme, OK, c'est correct, prenez votre temps. Là, j'attends son appel toute la journée. Je suis comme, sacré, c'est long. J'attendais. J'étais comme, mais si, bah, c'est long. Mais là, après, j'ai décidé, j'étais comme, OK, il m'a l'appelé. Là, je l'appelle. Je suis comme, monsieur, et puis, il me dit, je vous rappelle tantôt, dans 2 ans. Je suis comme, all right, parfait.
Attends encore 2 heures. Hey, je suis stressée, là. Encore stressée tout le temps. Hey, il passait 2 heures. Je suis comme, sacrifice, il n'a pas encore appelé, mais va le rappeler, moi, Chris. J'ai décidé de le rappeler. Il dit, je te rappelle tantôt. OK, c'est bon. Là, finalement, après, j'ai fait, je ne te rappellerai plus, là. Je devais laisser sur la sonnerie mon téléphone. Là, j'entends mon téléphone sonner. Je suis comme, oh mon Dieu. Là, je réponds, je suis comme, oui, bonjour. Il dit, oui, Madame Caron, c'est monsieur. Je suis comme, oui. Il dit, venez chercher vos clés demain matin. Venez chercher vos clés. Je l'ai eu en main. J'ai pu l'avoir. Il dit, moi, je vais vous aider. Puis, il m'a tellement aidé, ce petit monsieur-là. Là. Puis quand il est parti, ce monsieur-là, quand je suis partie de là, j'ai tellement fait un gros câlin à ce monsieur-là parce que c'était comme un père pour moi. Parce que quand je n'allais pas bien, il disait que je peux y écrire ou quoi même. Qu'il savait qu'est-ce que je vivais avec mon ex-conjoint. Il me disait tout le temps, il dit, ça va pas, appelle-moi. Il était là, ce petit monsieur-là, pour moi. À un moment donné, j'ai dit, viens prendre une bière avec moi. Il est venu prendre une bière avec moi pour vrai. Puis j'étais comme, ah ouais, tiens. Puis, qu'est-ce que j'ai su? Pourquoi il a fait ça, ce monsieur-là? C'est parce que c'est un ancien travailleur social de la protection de la jeunesse. Fait qu'il savait tous les enjeux et puis les obstacles qu'on avait quand on sortait. Là. Oui. Même pendant aussi. Là. Puis en plus, j'ai envoyé, parce que j'ai commencé avec Edgep en 2018, un an après, puis j'étais encore avec ce monsieur, le monsieur, il me parlait, il dit « Hey, je t'ai vu dans les médias, toi! » Je suis comme « Oui, tu me vois dans les médias, ben oui, je suis populaire. » Il dit, puis là, il m'a texté il n'y a pas longtemps, il y a comme au mois de mai, par exemple, je pensais à SCN direct quand je parlais de mon parcours. Il dit « Hey, bravo! » Et j'étais comme, merci. Il dit, let's go parce que je vous encourage sur toutes les plateformes, vous autres. Et qui t'a donné ta chance, puis qui t'a permis de te sortir de la rue. Oui. Vraiment, là. En plus, quand j'ai quitté ce logement-là, j'ai demandé juste poliment, j'ai dit, est-ce que vous pourriez me faire une lettre de référence? Il dit oui, bien sûr. Puis je l'ai tout le temps, ma lettre de référence. Puis c'est comme, c'est exceptionnel. Il me laissait ma chance de prouver ma bonne foi. C'est vraiment, vraiment incroyable comme opportunité, ce qu'il t'a donné. Puis je pense même de la manière que tu en parlais, vous êtes encore en contact. Oui. Vous parlez encore. Oui, j'ai son numéro de téléphone, tout, il me texte, tout ça. Il me demande comment que je vais, puis ou que je suis rendue dans la vie, puis puis il est très fier de moi, puis il dit « Let's go, lâche ça, je savais qu'il était fait fort. » Puis il s'est fait opérer au cœur, lui, cette année, puis tout ça, parce qu'il y a eu quelque chose au cœur. Puis il dit « Est-ce que c'est normal que des fois, il me texte, il dit « Est-ce que c'est normal que j'aie une petite douleur au cœur? » Puis c'est cute parce qu'il m'aime voir, puis je suis plus jeune que lui. Il dit « Je suis un vieux, puis je texte une jeune qui a un problème de cœur. » Comme vous n'êtes pas si vieux que ça, là. Il dit, je vais être grand-père, là, bientôt, on va devenir tout blanc de partout, comme là. Il ne faut pas exagérer. Je vais m'en rappeler toute ma vie de ce monsieur-là. Il est dans mon cœur, puis pour toujours. Il y avait des bonnes valeurs aussi, ce monsieur-là. Tu sais, il n'était pas là pour avoir un logement juste pour faire de l'argent, tu sais, comme certains propriétaires qui n'entretiennent pas leur logement, exemple, puis qui font ça juste pour l'argent. Tu sais, tu voyais qu'il y avait des bonnes valeurs, puis c'est ça, comme on a dit, il t'a donné ta chance, puis il a cru en toi, puis exactement. il avait raison. En plus, en plus, ce propriétaire-là, parce que c'était un 3,5, puis c'était pas censé d'être comme meublé ou quoi de même, d'avoir les électrodes inclus. Puis il m'a tellement fait un beau cadeau. Il a ouvert sa porte de garage. Il était ici, Geneviève. Ils sont dehors. Pourquoi je sortirais dehors? Je ne le connaissais pas à peine, puis j'étais timide, puis
Je ne savais pas comment me prendre, OK? Je sais comment, OK, je vais sortir dehors. Il rouvre sa porte de garage. Il dit, ça, c'est à toi, ça, c'est à toi. Il était inclus dans ton loyer. J'étais comme, non, non, vous êtes sérieux? Il dit, oui, c'est à vous. Il dit, c'est à vous, je vous l'ai inclus dans le loyer. Pas de besoin de me donner plus. C'est comme, aïe, il dit, mais branchez-les pas de suite, là, parce que là, il est frette, là. Je suis comme, inquiétez-vous pas. Il dit, faites-vous livrer de la pizza pour asseoir, là. Puis, monsieur-là, c'est exceptionnel que tu viennes sur ce sujet-là, Maggie, parce que, sérieux, là. Mais je savais que ce serait important d'en parler en quelque part, tu sais. Puis, dans le fond, je voulais savoir, on a parlé de ses valeurs à lui, mais tes valeurs à toi, c'est quoi les valeurs qui t'ont le plus aidé dans tout ce qui s'est passé par rapport à la DPJ puis quand tu es sortie? Le respect, la résilience que j'ai appris à avoir, c'est de rester forte en arrière de tout ça, à partir de tout mon parcours, de ce que j'ai vécu, puis de ne jamais abandonner à un simple échec, parce qu'on peut tous s'en sortir plus fort. Puis, tu sais, en quelque part, il y en a qui pensent que la force, c'est d'avoir des gros bras puis de mener du train. Mais moi, j'ai l'impression que la vraie force, c'est d'être capable de, comme tu le fais aujourd'hui, d'être capable de se montrer vulnérable, puis d'être capable d'aller sensibiliser les gens, aller leur faire vivre des émotions, partager son histoire avec les autres. Puis c'est comme ça qu'on noue des relations. Oui, exactement. Le côté-là de la force est très, très, très oublié socialement parlant. C'est tout l'aspect de l'intelligence émotionnelle aussi que tu nommes, Maggie, tu sais, c'est de toucher les gens à utiliser son cœur puis sa tête aussi pour faire dévoiler. Quelque chose de bien, oui, c'est ça, puis de se dévoiler. Mais si je te donnais une lampe magique, là, comme dans Aladdin, puis que tu avais 3 souhaits, qu'est-ce que tu voudrais changer, toi? La pauvreté. La pauvreté ou comment les gens répondent à la pauvreté? Les deux en même temps. Parce que, aider plus les gens, comme aider les jeunes, les accompagner, puis aussi d'arrêter d'avoir des préjugés envers les itinérants. Très impliqué aussi pour ça auprès de la coalition Jeunes Plus. D'ailleurs, tu as fait un super... Vous avez fait une super belle participation lors du forum Prévention et itinérance en novembre 2021. Puis là, vous lancez aussi en avril le lancement officiel de votre zine aussi que vous avez fait avec le panel tapage. Donc, tu es très impliqué dans ces causes-là. Puis vraiment, ton message est super important. Puis le message que tu portes, il est très important. Si tu avais justement un message là, à adresser à des jeunes qui sont présentement placés, ce serait quoi tu leur dirais? Ne jamais abandonner, puis de croire en vous, puis de croire en vos rêves, et de ne pas écouter les autres qui sont en haut de vous. Mais croyez en vous ici, dans votre cœur, parce que vous allez tout y arriver. Super. C'est un podcast très émouvant. Très, très, très touchant. Puis, vraiment contente de t'avoir reçu. Puis, je vais te souhaiter que ça continue, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. C'est bon. Merci, Maggie. On te remercie encore d'être venue à notre podcast. Puis, nous, on se voit demain. On se voit demain. Sur ça, passe une belle soirée. Bye bye. Bye.